Quelle est votre histoire ? Parce que la mienne a vraiment démarré lorsque j'ai compris qu'au moins 3 histoires avaient pris le pouvoir sur moi, qu'elles m'avaient élevée et faite. Ces histoires, vous les connaissez autant que moi. Ces histoires, c'est enjoy, just do it, parce que tu le vaux bien. Je vois des sourires. Nous sommes nés en même temps au milieu des années 70 et on a grandi ensemble comme des sœurs. Et moi, j'y ai tellement cru à ces histoires qu'elles sont devenues mon histoire. Et comme j'étais une bonne petite, que j'étais bien élevée, que je voulais bien faire, j'ai, comme les marketeurs de l'époque, surperformé. Alors, à 28 ans, j'habite à New York, j'ai une start-up, des clients, des investisseurs, des employés. J'ai suivi la voie royale, la très grande école, l'Amérique, l'entrepreneuriat, New York, la bulle Internet. Et puis j'assiste à ça. Sur le toit de mon bureau sur la 26e rue, suffisamment loin pour ne pas être englouti, mais suffisamment proche pour ne plus jamais me détourner, je n'ai pas peur. Quelque chose écrase ma peur, fait que je ne percute pas, fait écran. Au lieu de cela, l'inanité de ma vie immédiate m'explose à la figure. C'est vrai, j'ai 28 ans, j'habite à New York, j'ai une start-up, des clients, des investisseurs, des employés. Mais j'ai pas de famille, pas d'amis, aucune conscience politique. Je travaille 16 heures par jour. Je cours 1 jour sur 2, je compte mes calories, je fais du sport. À mes heures perdues sans travailler, je paie une misère des Coréennes sans papier pour me peindre les ongles des pieds. Je voulais être riche. Je suis de plus en plus triste. Je voulais être dans le vent. Sauf que être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte, dit le poète. Alors sur ce toit, sur la 26e rue, quelque chose se déchire pour moi. Et sous le rideau des apparences, il y a une forme de vérité. Ce qui écrase ma peur ce jour-là, c'est la honte. J'en ai encore la chair de poule, vraiment. Il y a quelque chose de profondément obscène dans l'histoire que j'incarne, moi, bonne petite du capitalisme mondial, bardée de diplômes et de certitudes, dans ces histoires dont finalement je ne suis qu'un bon élément, un bon produit. Enjoy, just do it, parce que je le vaux bien, tu le vaux bien, je ne sais même plus. Ces slogans qui m'ont faite, qui m'ont tenue, qui m'ont habillée, se décollent et tombent en miettes. Je vais arracher ce qu'il reste comme du vieux papier peint. Car la peur accable, la honte tétanise, mais la colère précipite. La colère, elle veut toujours s'en sortir et elle s'en sort toujours. C'est bien pour ça que, de temps en temps, il faut la laisser faire. Alors moi, je commence par m'éjecter de cette course-là, de cette trajectoire-là. Je quitte New York, je ferme ma start-up, je quitte aussi l'homme que je devais épouser, il était pourtant très très bien. Je disparais des photos, des vies comme il faut, des vies sans question, des vies droit devant. Et moi qui ne m'étais jamais posé de questions, je me laisse m'envahir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce que je faisais là ? Qui nous envoie des bombes ? Quelle est l'histoire à laquelle j'ai cru et qui est morte ce jour-là ? Et cette histoire, qui l'a écrite ? Qui sert-elle ? Qui tient le grand stylo ? C'est-à-dire, en fait, qui gouverne ? Est-ce que c'est l'Amérique ? Est-ce que c'est les marchés financiers ? Est-ce que c'est le pétrole ? Est-ce que c'est l'algorithme de Google ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la haine ? Tenter de répondre à ces questions me projette sur une sorte de route. Car je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de répondre à ces questions, que de me réapproprier ma pensée que peut-être j'ai jamais eue d'ailleurs, que de ne plus jamais me laisser dire. Alors je me mets à écrire, à enquêter pour comprendre, non pas nécessairement ce qui s'est passé, mais pourquoi j'en suis là, moi. Alors je suis plus du tout dans le vent, franchement.
mais sur une espèce de route. Franchement, pas très confortable. Les mauvais jours les plus nombreux gèrent sans rien avoir réglé de mes problèmes d'utilité, de sens, de responsabilité. Les bons, je me dis que je fais un truc d'une richesse absolument inouïe. Je doute, j'apprends. Peut-être je comprends. Une idée vient. Si elle tient la distance, si j'arrive à faire sens du chaos, alors elle devient une rencontre, un livre, un roman, un article, un film. Je deviens auteure, réalisatrice. Je me rends compte aujourd'hui, écrire, c'est faire sens du chaos. C'est s'accrocher à un fil. Pour moi, une ligne de vie. Et pour moi, ça va être cette question qui gouverne. Elle devient ma vie. Alors, je commence par écrire un premier livre sur cette histoire d'explosion, les tours, la mienne. Puis un second sur le pouvoir de la finance et de la technologie sur nos vies. C'est tellement facile, non seulement à écrire, c'est vrai, c'est quand même assez rare, et aussi à partager, que je me dis que ça ne doit pas être exactement vrai. Ça doit être plus compliqué que ça. C'est vrai, la finance et la technologie ont pris le pouvoir sur nos vies. Mais si c'est le cas, c'est que quelqu'un leur a donné, non? Alors ça s'est passé quand? C'est qui? C'est quoi? C'est mon 3e livre sur les relations entre médias, politique et finance. Qui gouverne? J'approche un peu plus. C'est nos arrangements, c'est nos renoncements, c'est notre propre collaboration à ce système. C'est mon livre le moins populaire. Il y a 1000 raisons à ça, y compris que je l'ai très mal écrit. Mais il y a aussi cette idée que poser comme ça frontalement la question « qui gouverne ?» avec sa réponse, ou une de ses réponses, nos consentements, n'intéresse pas, pour l'heure en tout cas, je pense que c'est en train de changer, les tenants du système tel qu'il soit, quel qu'il soit. Alors sur ma route de questions avec sa variante, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler de ces choses-là? Je croise dans la gare d'Avignon TGV Larry Lessig, un soir de novembre glacé. Pour le coup, j'arrive pas à le croire. J'ai vraiment l'impression que quelque chose m'aide là. Ça vous dit peut-être rien, ce monsieur vous dit peut-être rien, mais pour moi, Larry Lessig, professeur de droit à Harvard, est un espèce de Usain Bolt de la question qui gouverne. Constitutionnaliste, je dirais presque fou, il décortique l'influence de l'argent en politique à Harvard dans un centre de recherche qu'il a créé sur la corruption systémique. Selon lui, aucune réforme sur la santé, l'éducation, le climat, les armes, les marchés financiers, ne passera tant que l'argent fera le vote. Ancien conseiller politique d'Obama, il est aussi l'un des pionniers de l'Internet libre. Quand j'habitais à New York, un siècle auparavant, 15 ans auparavant, moi je dévorais ses chroniques. On était tous en extase devant la bulle Internet. Et lui, c'était l'un des seuls à nous alerter et à voir Orwell, c'est-à-dire Big Brother, s'immiscer dans les lignes de code. Et d'ailleurs, quand je le croise 15 ans plus tard dans cette gare TGV, un soir de novembre glacé, il est l'un des seuls Américains à défendre l'action d'un autre Américain, Edward Snowden. Edward Snowden, c'est cet ancien sous-contractant de la NSA qui vient de révéler, on est en novembre 2013, l'ampleur de la surveillance de masse des États-Unis sur sa population et celle de ses alliés. Cette histoire me fascine tout autant parce que c'est la même histoire. C'est l'homme face aux machines, face au système, face à l'histoire, face à lui-même. Quand on assiste à quelque chose de grave, faut-il se taire et collaborer ou dire et se révéler peut-être avec tous les risques que cela implique? Alors dans cette gare, Larry Lessig est tout seul, moi aussi. Il n'a rien à faire là, moi non plus. C'est un drôle d'endroit pour rencontrer ce genre de personnage. Alors j'y vais. Je mens, j'arrange l'histoire, je prétexte une interview bidon. Et nous embarquons le même train. Un de point de vue d'ailleurs. J'interviewe
le grand professeur glorieusement à la voiture-bar du TGV. Mais rien ne se passe comme prévu. Au bout de 40 minutes, il s'effondre en larmes à l'évocation du suicide de son ami Aaron Swartz. Aaron Swartz a été retrouvé 9 mois plus tôt, donc début janvier 2013, pendu à la tringle à rideaux de son appartement de Brooklyn à l'âge de 26 ans. Né avec Internet, il l'a codé avec ses idéaux de liberté toute sa jeune vie. Pour Aaron, Internet était une grande chance, était la grande chance de l'humanité, de nos générations. Parce qu'Internet permettait de partager connaissances et savoir. Il a codé le flux RSS que vous utilisez à chaque fois que vous partagez ou que vous lisez un article en ligne. Et avec Larry Lessig, il a fait les Creative Commons, qui vous permet de regarder les vidéos TEDx de façon libre et gratuite. Il a aussi fait co-créer ce site monstre, ce forum de discussion absolument génial, Reddit. Le gouvernement de Barack Obama, celui qu'on est censé adorer, surtout maintenant, l'a acculé à 35 ans de prison, 1 million de dollars d'amende et un casier judiciaire à vie. Qu'avait fait Aaron? Avait-il pillé, pollué, assassiné, trahi des secrets d'État? Non. Aaron avait téléchargé en masse des publications académiques sur le serveur en accès libre du MIT, son paradis. Aaron était dangereux pour les autorités américaines parce qu'il nous voulait forts. Quoi? L'Amérique vomit l'intelligence et assassine ses enfants? Face à l'absurde dans ce TGV, Larry Lessig me parle de son plan de survie, car il en a un, il en est là. La mort d'Aaron, son ami, son maître, son disciple, son fils, le jette à son tour sur la route. Qui gouverne? Jusqu'à présent, Larry s'était raconté qu'à coups de cours et de conférences, il allait nous convaincre. Mais fou de rage, de colère, de chagrin. Il va arracher son costume de grand professeur. Cette histoire va se dérouler juste devant moi. Elle n'a pas commencé à démarrer. Il me la raconte, il me prévient. La vie le fait passer juste devant moi. Alors j'attrape la perche qu'elle me tend. Et j'embarque sa roue. Alors je le suis et j'écris et je filme. Quand il organise des mobilisations citoyennes partout aux États-Unis pour dénoncer l'influence de l'argent en politique. Je le suis également à Washington quand il va démarrer la campagne présidentielle et qu'il se présente comme candidat à l'élection démocrate. Son but, c'est de placer la thématique de l'influence de l'argent en politique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un problème, au cœur du débat présidentiel. Mais le Parti démocrate lui bloque l'accès aux studios de télévision et à la primaire. Quoi? Le Parti démocrate bloque l'accès d'un candidat qui a tous les atours de l'intelligentsia? Mais qui gouverne? Interview, récit, film, finalement, moi j'ai l'impression de raconter toujours la même histoire. C'est-à-dire le combat de quelques figures de résistance, des hommes, des femmes, même des enfants, qui tentent de nous alerter et ainsi pavent un chemin de dignité, car la résistance est partout. Comme auteur, pour moi, franchement, c'est une espèce de pêche miraculeuse, je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus nombreux sur le coup. Comme citoyenne, je dois bien dire que ces histoires m'aident à vivre. Et comme maman, ça me fait une formidable histoire à raconter à mes enfants, un monde dans lequel moi je peux croire. Alors je le fais autant que possible, partout, tout le temps. Comme en Islande, avec Birgitta Jónsdóttir. Son parcours me fascine. Cette femme est rentrée en politique à la faveur de la crise des subprimes en Islande. Elle était complètement autodidacte. Elle a fondé plusieurs mouvements politiques. Elle est devenue députée en 2010. Elle a notamment fondé le Parti pirate en 2013. En 2016, il y a quelques mois, elle est à 2 doigts de former son gouvernement. Plus exactement, elle a un mandat pour le faire.
Birgitta a un parcours hors norme, des idées pleines de bon sens. Qu'entend-on ? C'est naïf, c'est impossible, c'est dangereux. Alors, quand trop isolée, trop seule, Birgitta, comme Larry, comme Édouard, comme Aaron, échoue à se faire entendre de nous. Le système se gausse, et les experts avec eux, et nous répètent à l'envi qu'ils nous l'avaient bien dit. Et partout, portés, ou presque partout, portés par une population ou des populations pétrifiées de peur, l'autoritarisme s'installe dans les régimes, sur les fauteuils présidentiels. Alors, fin de l'histoire. Mais moi, j'ai pas envie que cette histoire s'arrête. Parce que si ça s'arrête, j'ai plus rien à dire. Et puis je crois à cette histoire que personne ne voit. N'est-ce pas ça, un artiste, un auteur, un écrivain ? Tracer des lignes, des droites, des courbes, des liens entre des événements et des personnes que personne ne voit. Alors je mets eux dans les cordes, Larry et Birgitta dans les cordes, comment poursuivre ? Alors je réfléchis, un peu sous contrainte, c'est vrai, et je me dis, après tout, moi aussi j'ai un stylo. Bon, il n'est pas très gros, mais j'ai un stylo. Et si j'arrêtais de m'en servir pour raconter leur histoire une fois qu'elle se fait, mais pour essayer de la poser, de la provoquer, si j'essayais de poser un cadre, comme ce soir, pour que quelque chose se passe, pour que quelque chose passe. Après tout, Larry, Birgitta, Édouard se soutiennent à distance, ils se connaissent, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et si ça changeait ? Et s'ils s'alliaient ? Mais eux, mais nous aussi. Et si je provoquais, ou si je les regroupais plus exactement, à Moscou, où Snowden est bloqué, pour une conversation qui n'a lieu nulle part, parce qu'elle est écrasée par l'inutile, une conversation sur leur cause commune, leur bataille, comment sauver la démocratie, celle que, puisque c'est bien ça l'histoire, on a mis sous cloche ce jour-là. Étonnamment, franchement la première surprise, ils sont tous d'accord. On a même nos visas, une petite fenêtre de tir, et moi, je suis la seule à bloquer. En fait, je suis morte de trouille. Je ne sais pas du tout où cette histoire va me mener, je ne sais toujours pas d'ailleurs. C'est comme si vous décidez d'aller au pôle Nord, vous avancez dans le brouillard là pendant des années avec une boussole, et puis vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez pas bien, et tout à coup, à quelques encablures, la boussole devient folle. La boussole, pendant quelques semaines, c'est moi. Mais l'histoire est plus forte, elle veut passer. Alors on part à Moscou, un petit tour, et puis c'est tout. Le film se fait, la rencontre a lieu. Et pour moi, c'est une expérience juste inouïe. Alors, qui gouverne ? Qu'est-ce qui nous tient ? Ou plus exactement, peut-être de façon plus intéressante d'ailleurs, qu'est-ce qui les tient ? Parce que de ces voyages, de ce tournage notamment, j'ai compris différentes choses. La première, c'est que si Birgitta, Larry et Édouard sont encore vivants, c'est qu'ils ne veulent pas faire l'histoire, mais la permettre. Et c'est fondamental, dans nos temps impossibles, à 2 mm de l'abysse, si on ose ouvrir les yeux. C'est une formidable leçon de vie, de survie, vie, en 2 mots. Et bonne nouvelle, cette volonté de protéger la vie, de privilégier la vie est partout. C'est le point dénominateur commun aujourd'hui de tous ceux qui se lèvent, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, en France, mais aussi partout dans le monde. Mais nous ne le voyons pas. Nous regardons ailleurs. La peur est programmée. Quelque chose fait écran, à commencer par, pour vous comme pour moi, ces foutus slogans, ces messages dominants, cet air du temps. Enjoy, just do it, parce que je le vaux bien, vise précisément à nous signifier l'inverse de leur pseudo-appel à la jouissance et à la confiance en soi. En fait, ils disent « Trim, ne réfléchis pas,
parce que tu ne vaux rien. Et ainsi, il nous transforme. En bon exécutant, il boucle nos chaînes. En mort-vivant. Alors certes, peu d'entre vous connaissent le travail de Birgitta Jonsdottir, Larry Lessig, Edward Snowden, et encore moins le mien. Car c'est aussi quelque chose que j'ai compris. Écrire, exercer sa volonté autonome ne rend ni riche, ni populaire. Ça vous rend même infréquentable, insupportable, parce que ça vous rend vivant dans un monde qui précisément a choisi la peur, c'est-à-dire la mort. Et cette position, ça n'a pas de prix. Dans ce monde-là, douter, chercher, c'est ça désobéir, c'est ça s'affranchir. Alors allez-y, débarrassez-vous de ces histoires qu'on a plaquées sur vous. Refusez d'être le produit d'une histoire ou alors choisissez-la. Écrivez votre propre fiction. Il est probable, il est fort probable qu'il n'y ait que cela de vrai. Merci. Merci.